Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs, un organisme de Québec qui fait la promotion de l'agriculture urbaine et du jardinage depuis 2009. Aujourd'hui, on continue notre virée montréalaise pour vous faire découvrir des projets d'agriculture urbaine inspirants. Si vous avez envie de découvrir plus de projets du genre, on vous invite à écouter nos épisodes précédents. Si c'est pas déjà fait, vous allez voir que vous en avez pour un petit bout. Déjà 28 épisodes diffusés. Et on vous invite aussi à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, vous pouvez aussi en parler autour de vous et partager notre podcast pour le faire connaître davantage. Merci à vous! Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous parle d'un champ d'agriculture urbaine qu'on connaît moins aux urbainculteurs, mais qui suscite beaucoup d'intérêt, et j'ai nommé les petits élevages d'animaux. Pour l'instant, en Mâche Patate, en fait, on vous a déjà parlé d'aquaponie, donc d'élevage de poissons, dans l'épisode 2 avec Benjamin Laramé. On vous a aussi parlé d'avoir des poules chez soi avec Martin Boisvert dans l'épisode 13. On a abordé l'apiculture urbaine avec Gabriel Gagnon-Anctil de chez Alvéole dans l'épisode 19 et la production d'insectes comestibles avec Jérôme Fortin-Légaré de Néoxys à l'épisode 21. Donc, de quels autres animaux on pourrait vous parler comme élevage en ville après avoir parlé de tout ça? D'un grand favori de Marie-André qui aime tout ce qui est doux. Oui, je suis vraiment contente parce qu'on va parler de moutons. Parce que, oui, c'est faire paître des moutons en ville, ça se peut. Puis, et c'est ce que fait Biquette à Montréal. Donc, on va parler avec Annie Cloutier qui est bergère bénévole pour cet organisme. Bonjour Annie, bienvenue à Mâche Patate. Merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter qu'est-ce que Biquette à Montréal, puis d'où est venue l'idée du projet de moutons en ville? Biquette à Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui donne des services d'éco-pâturage. Tu vas me demander, c'est quoi l'éco-pâturage? L'éco-pâturage, c'est une façon de gérer les espaces verts d'une façon écologique avec des herbivores. Donc, tu fais, nous autres, on fait de l'éco-pâturage avec des moutons, mais on peut en faire avec des oies, des ânes, des chèvres, et il y en a qui font même avec des cochons. OK. Et ça, c'est plus en Europe. Puis, est-ce qu'à la base, le projet est venu d'une personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est inspiré d'éco-pâturage ailleurs dans le monde? Comment ça a émergé tout ça? En fait, la fondatrice de Biquette, qui s'appelle Marie-Ève Julien-Denis, avait fait sa maîtrise en agriculture urbaine, justement, puis en autogestion. Puis elle était partie dans les Europes, en voyage d'agrément, mais elle avait rencontré, comme elle avait un réseau étendu, elle s'était fait des contacts, elle avait des amis là-bas. Puis une de ses amies, qui faisait son doctorat, s'occupait des moutons. Donc, elle a croisé son chemin, puis elle a appris le métier de bergère avec elle. Wow. Avec des amis qu'elle avait rencontrés à l'école d'écologie, d'agriculture urbaine. Elle a été mise au fait de l'existence de l'éco-pâturage. OK. Puis, avec eux autres, avec ses amis-là, elle a mis sur pied une chèvrerie urbaine. OK. C'est donc, elle découvert deux passions, les moutons et l'éco-pâturage, puis elle s'est dit, mais pourquoi c'est faire que ça existe pas à Montréal? Tout à fait. Donc, quand elle est revenue à Montréal, elle avait cette idée-là en tête, puis par concours de circonstances, elle a entendu le maire Croteau de Rosemont parler dans une entrevue de toutes les améliorations qu'il avait faites. C'est un arrondissement à Montréal qui est très vert. Ouais. C'est un des arrondissements où il y a eu des poules, où ils ont commencé à avoir des poules en ville. Ouais. Puis, elle avait vraiment l'impression qu'il était ouvert à un projet de ce genre-là. Une suite logique. Elle l'a rencontré. Elle avait tout préparé, son speech, puis tout ça. Puis, ça a été presque comme dans du beurre. Il a vraiment été très ouvert à son idée. Donc, mais pour ça, il fallait changer le règlement municipal parce que depuis l'époque du maire Drapeau, qui avait fait le ménage à Montréal avant l'arrivée de la visite pour Expo 67, c'était fini l'élevage des animaux en ville.
Donc, fallait avoir une permission un peu spéciale pour avoir des moutons en ville dans les parcs, au moins dans Rosemont. Puis également, ça prenait un financement parce que même si les animaux, quand ils mangent le gazon, même si ça coûte rien, tous les soins autour de ça, le foin, le transport, la gestion, parce que c'est des humains qui s'en occupent, le vétérinaire, toutes ces affaires-là, ben ça prenait des sous. Donc, la première année, ça avait pas fonctionné. Il y avait eu une levée de fonds, mais il y avait pas eu assez d'argent. Mais par la suite, en 2016, ils ont réussi à mettre Biquette sur pied, puis à vraiment apporter des moutons. C'était au début dans le parc Pélican, le parc Lafont. Puis donc, il passait un certain temps au parc Pélican, puis après ça, il allait un certain temps au parc Lafont, puis il transportait la bergerie, c'était une bergerie sur roulette, puis il faisait une mini transhumance dans les rues de la ville pour amener les moutons d'un endroit à l'autre. Puis c'est tellement cool. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis par la suite, le jardin botanique a entendu parler de Biquette et était intéressé à essayer la gestion écologique des espaces verts dans l'arboretum, où c'était quand même assez facile parce qu'il y a pas de plantes au sol, donc les violettes africaines à 60$ le pot pas de chance que ça passe. Étaient bien sécurisées. Donc, puis c'était aussi une section du jardin botanique qui était un peu laissée pour compte parce que comme c'est la plus loin de l'entrée principale, ben les gens se fatiguaient souvent avant d'aller là, tu sais. Ils allaient voir toutes les collections, les fleurs, puis le rendu au jardin dans l'arboretum, il y a juste des arbres, on est fatigué, on retourne dessus. Bon. Mais là, depuis qu'il y a des moutons, c'est pas pareil, cette partie-là est beaucoup plus mise en valeur. J'imagine. Puis donc, ils ont aimé ça la première année, puisqu'ils nous ont redemandé de revenir cette année. Puis donc ce que je comprends, les moutons ils ont vraiment un rôle de tonte, ils tondent le gazon. Puis je me demandais, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des avantages et des inconvénients de cet éco-pâturage-là versus par exemple une tonte mécanique qui serait faite par quelqu'un avec une tondeuse. Donc ben c'est évident qu'il y a beaucoup moins de bruit avec des moutons. Ça bêle, mais pas si souvent que ça. Puis donc t'as toute la poussière que la tondeuse fait aussi en attrapant des petits coins de trottoir ou de sable ou de gravier. T'as toute l'essence qui est les rejets d'essence, le CO2. Par contre, tu vois avec les moutons, t'as pas ça, t'as pas de compaction du sol, donc c'est pas tapé, ça permet aux plantes de mieux pousser, au gazon de mieux pousser, ou peu importe le type de couvre-sol que t'as. Les moutons enrichissent en même temps, au passage, du broutage, ils enrichissent le sol, plutôt. Puis ça se dégrade assez rapidement. OK, c'était une de nos questions. On n'a pas mesuré, mais je dirais que au bout de quelques jours, ça paraît déjà plus. Là. Ça s'est dégradé, puis s'il pleut, ça se dégrade encore plus vite. Ouais, parce que là, on se demandait si vous aviez à courir en arrière des moutons pour ramasser les caca. Les premières années, on ramassait les crottes avec des gants puis des petits balais. C'était assez fastidieux. Ben, j'imagine. Puis dans le fond, on faisait ça un peu pour rien parce que en fait, je pense que c'est parce qu'on voulait ménager le public, on voulait avoir l'acceptabilité sociale, mais on s'est rendu compte, on a fait des études l'année passée, puis que les gens sont vraiment très ouverts, c'est vraiment une minorité. Puis on parle de combien de moutons à peu près? Cette année, on en avait 15 en tout à Montréal. Il y en avait 7 au Jardin botanique, puis il y en avait 8 au Parc Maisonneuve, juste à côté, l'autre bord de la clôture. OK. Puis on avait, dans ça, on avait tous les adultes, c'était des brebis, sauf un mâle qui était un bélier, qui était le père de tous les nouveau-nés de cette année. Oui, mais c'est on ça, avait 7 petits. Dans les 7 petits, on avait 6 mâles, une femelle. OK. Puis vous les gardez dans le projet d'éco-pâturage, les animaux, en fond? Oui. OK. Oui. Je te dirais que c'est la vedette. Je veux dire, les agneaux sont la vedette. les gens viennent pour voir les bébés. Mais là, je dirais qu'à la fin de l'année, là, cette année,
les bébés, ils étaient plus vraiment distinguables, là, parce que ça grandit tellement vite que je pense qu'il manque juste un pouce ou deux là, pour qu'ils rejoignent leurs parents là, en termes de grandeur. Là. Fait que c'était un peu un jeu. Qui sont les mamans, qui sont les bébés. Puis à un niveau peut-être plus esthétique, est-ce que tu juges que les moutons font une belle job de tonte? Pour que ça soit efficace, pour qu'on voit vraiment là qu'il y ait il faudrait que les moutons soient beaucoup plus nombreux, une centaine peut-être, pour l'espace qu'on avait là. Ou sinon, qu'on les mette en enclos. OK. Puis que on après une certaine, mettons, après 2 heures, on change d'enclos de place, puis on change d'enclos de place. Pour que vraiment obliger le mouton à manger tout ce qu'il y a devant lui. Parce que là, présentement, sans les clôtures, c'est un peu le buffet à volonté et le mouton mange ce qu'il veut. Oui. Donc, il fait comme un enfant, il mange ce qu'il aime le plus dans son assiette, il mange en termes de priorité. Fait que souvent, il va manger OK, on part avec le pissenlit, après ça, on va dans le plantain, après ça, on fait le trèfle, après ça, le gazon ordinaire. Ils ont vraiment, si on l'embarras du choix, ils vont y aller par bouchée ici et là, puis donc, on verra pas vraiment le résultat. Sauf peut-être avec les pissenlits, quand le pissenlit fait une repousse, là, on le voit parce qu'il mange la repousse, puis là, on voit que ça, les petits, comment je peux dire, les queues de pissenlit qui émergent du reste du gazon, ils sont coupés, là. Mais sinon, c'est ça. Pour que ça soit efficace, vraiment, faut que ça soit plus soit la concentré. clôture ou soit... là, présentement, on est plus à l'étape d'une démonstration de ce que ça pourrait être. Parce que, pour que vraiment, puis encore là, si on amenait demain matin 100 moutons dans le parc Maisonneuve, là, faudrait voir l'acceptabilité sociale encore. Est-ce que les gens se sentiraient envahis, est-ce qu'ils se sentiraient encore dans leur parc à eux? Qu'est-ce que les cyclistes diraient? Donc, ou il faudrait investir dans des clôtures, puis changer la clôture de place, ou bref, il faudrait le gérer autrement, mais ça se fait parce que ça se fait partout dans le monde. Là. Si tu vas sur les terrains de Google à Palo Alto, c'est des chèvres. OK. Qui tondent leur gazon, c'est en pente, il y a des roches, essayent de passer la tondeuse là-dedans, c'est impossible. Pourquoi vous avez choisi les moutons? Parce que effectivement, je voyais qu'il y avait des projets qui étaient avec des chèvres, puis tu sais, est-ce qu'il y a une différence? Oui, tout à fait, parce que les moutons, les chèvres mangent pas la même chose. Okay. Les moutons, c'est des animaux qui vont brouter le sol. C'est sûr que au parc Maisonneuve, il y a des petites branches d'arbres sucrés là à porter. Ils vont se gâter de temps en temps, mais vraiment le gazon, ça fait leur bonheur. Ils vont manger ce qui est au sol. Tandis que les chèvres, c'est des animaux qui vont préférer les buissons, les feuilles des arbres, les longues, ils peuvent manger du framboisier, ils peuvent manger des chardons, de l'herbe à puce. Donc c'est beaucoup pour ça. Ils aiment des trucs en hauteur. Il y a des trucs qui ont pas l'air le fun à manger. On pourrait les comparer un peu à des chevreuils, dans le fond. Okay. Les chevreuils, ils vont pas... ils mangent du gazon aussi, mais en fait, les chèvres, c'est vraiment le feuillage et le ligneux aussi. Ils vont manger l'écorce des arbres des fois aussi. Donc, c'est pour ça que faut vraiment y penser comme faut avant de savoir si tu veux faire de l'éco-pâturage, c'est quoi que tu veux tondre, puis c'est quoi le terrain. Parce que tu vas choisir en conséquence. Comme je te disais, les chèvres sont utilisés aussi pour la prévention des feux de forêt. Ils vont manger, ils aiment ça, même les feuilles quand ils sont mortes, ils aiment ça crunch. Je sais pas s'ils pensent que c'est des chips, mais je l'ai constaté avec nos chèvres au repère, ils dédaignent pas, ils aiment la variété, en fait, ils se tannent de manger la même affaire. Fait qu'ils vont changer de sorte, ils vont manger du saule, ils vont manger du peuplier, ils vont manger des tomates, parce que nos tomates étaient à proximité, mais pas les feuilles, le chou kale, bref, toute une panoplie de plantes, ainsi que
l'herbe à poux et l'herbe à puce. Donc, ça peut être... Oui, ça peut être avantageux si tu peux les mettre dans un enclos pour qu'ils puissent manger ce qu'il y a là. Mais c'est un peu ça que je voyais. Je pense le projet, tu sais, j'avais vu un projet en Alberta, avec des chèvres. Puis je pense que c'était vraiment utilisé dans une idée de désherber, tu sais, aller combattre certaines mauvaises herbes plus envahissantes peut-être. Puis c'était vraiment que avec des chèvres. Oui, il y a des chèvres à Edmonton, puis il y a des chèvres à Calgary. C'est des parcs de la ville, mais c'est vraiment ça. C'est pour se débarrasser de l'herbe à poux. Plutôt de l'herbe à puce. Puis il y avait aussi la renouée du Japon. Il y a plusieurs espèces envahissantes là qui sont vraiment envahissantes. Les chèvres donnent vraiment un bon coup de main là-dedans. Bon, les chèvres et les moutons ont leurs préférences gustatives. Oui, tout à fait. Tantôt tu parlais, on faisait une différence entre la tonte puis l'éco-pâturage ou la tonte par les moutons. Une tondeuse, on la met dans la remise quand c'est terminé, mais un mouton, ça prend un entretien, ça prend un abri. Je me demandais si la gestion de l'éco-pâturage était quelque chose de complexe, puis comment vous vous organisiez, vous, à Biquette, avec ça? À Biquette, nous autres, on relève beaucoup des bénévoles. Okay. C'est beaucoup, on a un petit budget pour quelques cadres là, mais tu sais c'est symbolique là, c'est pas, ça correspond pas au nombre d'heures qu'on passe là. C'est beaucoup les bénévoles qui s'occupent des moutons. Mais au quotidien, ce que ça veut dire, c'est dans la gestion là. Donc ça leur prend une bergerie. Ça leur prend du foin pour les journées où il va pleuvoir tellement fort que les moutons voudront pas sortir. C'est pas arrivé souvent cette année, là. On s'est rendu compte que les moutons aimaient ça être dehors pareil, même s'il pleuvait. Ça leur prend du grain parce que dans le foin, il y a pas tous les éléments nécessaires à leur santé. Donc, un petit support vitaminé, si on peut dire, avec les minéraux nécessaires. Bon, un bloc de sel, faut leur donner de l'eau fraîche tous les jours, donc ça veut dire changer les chaudières d'eau. Faut aussi nettoyer la bergerie tous les jours, parce que si on veut qu'ils restent relativement propre, puis si on veut qu'il attrape pas de maladie des onglons, donc il faut nettoyer, sortir le fumier tous les jours, remettre de la paille fraîche ou des copeaux tous les jours. Non, c'est vraiment une job de fermier là. Oui. C'est ça qu'on fait, puis c'est tous les bénévoles qui le font là. Après la bergerie est dans un parc aussi ou Dans le cas du repère, la bergerie est sur place derrière le jardin communautaire, ce qui nous permet de leur donner notre fumier. Ils sont bien contents d'engraisser leur culture. Nous autres aussi, on avait des plantations, fait qu'on en mettait aussi dans nos plantations. Ça donnait un super bon j'imagine. Super bon on a eu des belles cultures, des belles récoltes. Et donc qu'est-ce qu'on disait? On disait où la bergerie était. Oui, c'est ça, juste dans le nord, donc dans le parc Maisonneuve, juste derrière le jardin communautaire sur la rue Rosemont. Okay. Et tandis que au jardin botanique, la bergerie sur roulette, notre ancienne bergerie est gardée dans l'arboretum ou dans la section sud de l'arboretum. Puis toutes les nuits, les moutons retournent dans la bergerie pour un dodo jusqu'au lendemain matin où on ouvre les portes puis qu'ils se mettent à sortir en courant et en bêlant d'allégresse. Ça doit être trop cute. Puis c'est ça, puis dans cette perspective-là aussi, ils peuvent pas rester tout l'hiver sur place. Non. Comment ça se passe? On pourrait. Okay. Dans le fond, tu sais, il y a rien qui empêche. Il y a dans l'ouest de Montréal, il y a une ferme écologique au Cap-Saint-Jacques. Et sur l'île de Montréal, elle est bâtie là. Ça empêcherait pas, si l'arrondissement le voulait, de faire une bergerie permanente. Ça serait pas. Je veux dire, mais c'est juste parce que c'est pas la fonction du parc. Puis ça prendrait un budget qui va en conséquence, parce que là présentement la bergerie on l'a démontée parce que on peut pas la laisser là sans surveillance. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires qui se passent là. Elle peut être démolie par les intempéries ou du vandalisme. Là, ça, il peut arriver n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'elle est démontée. Mais s'il y avait quelqu'un à l'année, c'est pas le climat qui fait que les moutons peuvent pas rester.
parce que là, on les envoie dans le nord, dans les Laurentides pour l'hiver. C'est une bergerie avec toutes les commodités, là, avec leur... les vacances. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils vont dans le nord l'hiver. Donc, mais c'est ça, c'est une question de budget, de visée. Okay. Ça dépend pas de nous autres, là, cette question-là. Là. Mais il y aurait pas rien à manger, il faudrait leur donner du foin tout l'hiver parce qu'ils pourraient pas aller brouter dans le parc. Ouais. Non, c'est ça. Donc ça veut dire un budget pour le foin. Ouais. Puis comment ça se passe en fait l'interaction avec le public? Est-ce que c'est quoi la réception du projet? Puis aussi comme est-ce que pour les moutons, ça a un impact? Est-ce que ça leur crée du stress d'avoir autant de gens autour d'eux? Je sais pas. Quand on se promène avec les moutons dans le parc, on est toujours 2 ou 3. Okay. Des fois 1, mais c'est exceptionnel, là, mais c'est souvent 2 ou 3. On suit les moutons. En fait, c'est plus eux autres qui nous promènent que l'inverse. On est là pour les protéger, pour les gérer, pour les empêcher d'aller dans les rues, puis dans la piste cyclable. Où il y a des gros risques de collision. Oui, le vélo, il arrive pas mal vite. Mais souvent, là, on voit les gens arriver de loin, on voit qu'ils voient les moutons et on voit des sourires. C'est sûr. On voit des visages s'éclairer. Ou on voit des fois la surprise. Des gens qui se disent de loin, en arrivant un coup, qui nous ont rejoints, ils nous disent... je me demandais qu'est-ce que c'était ce gros chien-là, ou c'est-tu vraiment des moutons? Ou donc vraiment les gens sont complètement vous faites ma journée, merci d'être là, on se fait remercier d'avoir quand on leur explique. En fait, on est là aussi pour expliquer aux gens pourquoi il y a des moutons dans le parc. Puis je vous dirais que la grosse majorité des gens sont vraiment émerveillés. Un tas d'adultes nous disent « Ah, c'est le fun pour les enfants », mais c'est beaucoup plus les adultes, je pense, qui sont autant émerveillés que les enfants. On a des gens que ça leur ramène la nostalgie de leur enfance. On a des gens du Maghreb qui nous parlent des moutons qu'ils ont à la maison chez leurs parents ou leurs grands-parents dans le Maghreb. Ça amène beaucoup de sourires. Les gens veulent tout flatter les moutons. J'imagine. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour expliquer aux gens que les moutons sont pas là pour se faire flatter, même si c'est pas, comment je pourrais dire, la consigne qu'on a, c'est de pas laisser les gens importuner les moutons. Si les moutons vont vers les gens, ben là, c'est sûr qu'ils peuvent les flatter. Mais si les moutons sont occupés à manger, on préfère qu'ils continuent leur travail. Ouais. Parce que de toute façon, le réflexe d'un mouton, quand on se place derrière lui, c'est d'avancer. C'est comme s'il se sentait poursuivi, puis il s'en va tout le temps en direction opposée. Fait que le réflexe naturel des gens, quand on en a plusieurs qui arrivent, des visiteurs, ils ont tendance à tous se mettre au centre des moutons. Puis là, ce que ça fait, c'est que les moutons s'en vont tous en étoiles, aux 4 coins. Donc, on demande la collaboration du public pour essayer de les garder ensemble. Là. Parce que c'est sûr que de toute façon, les moutons aiment être ensemble. C'est impossible. On a eu un petit souci de santé avec une des brebis au jardin botanique qui fait qu'elle a de la difficulté à marcher. Puis on a essayé de l'isoler pour qu'elle se repose puis laisser les autres s'en aller. C'est impossible, c'est la panique. Elle est vraiment pas heureuse. On a essayé en la laissant avec ses 2 petits, même chose. Donc on n'a pas le choix de les garder ensemble. Là, les gens étaient plus ou moins contents. Mais c'est pour le bonheur des moutons. Ben oui. Je veux dire, nous autres, on est là pour les moutons. On est gentils avec le public, mais on est là pour protéger nos moutons, pour leur bonheur, pour leur santé, pour leur équilibre mental. C'est pour ça aussi, à un moment donné, on va dire aux gens, on va leur laisser un petit peu d'espace, parce que là, si ça fait 1 heure qu'il y a des gens autour là qui veulent les flatter, là, on va les laisser reposer un peu. Là. Mais en général, la cohabitation est excellente, surtout quand les moutons se couchent pour brouter. Là, on explique aux gens, asseyez-vous, là t'as
c'est quasiment des sit-ins, là. T'as toute une gang, t'as des vélos à terre, des poussettes, les gens sont assis à terre, puis les moutons broutent ou sont couchés puis ruminent, puis souvent ils vont venir nous voir, puis là tu peux les flatter comme tu veux. C'est vraiment paisible. En fait, c'est un effet collatéral d'avoir les moutons dans le parc, c'est que ça apaise les gens. Ben, autant comme les bénévoles que les gens qui viennent. Il y a des gens, bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y en a qui peuvent venir passer 1 heure avec nous autres, là. Ils suivent, restent à côté, ils s'assoient, puis ils font juste regarder les moutons, puis ça a fait leur côté zen, leur méditation de la journée, là. C'est vraiment agréable. En même temps, c'est un moyen d'éducation extraordinaire. Ben oui. Parce que on se rend compte qu'on a vraiment été coupé de la nature pendant des années. Les citadins, souvent, ben on a des chèvres aussi au repère, au parc Maisonneuve. Là, les gens, c'est un mouton? Tu sais, ils sont pas sûrs. Puis ça, c'est pas des blagues, là. Ça m'arrivait au moins une fois par semaine que je me faisais demander quelle bête que j'avais au bout de la laisse. Puis pour les moutons, ben une femelle qui a des cornes, comment ça? Vraiment toutes sortes de questions qui montrent que je pense qu'on a besoin de renouer. C'est sûr que vous allez pas être malheureux là demain si vous savez pas qu'un mouton peut avoir des cornes ou pas des cornes selon sa génétique, sa race, ou qu'un mouton doit donner naissance pour donner du lait ensuite, ou qu'un mouton est pas obligé d'être trait, parce que les gens pensent qu'on est obligé, mais c'est comme une femme qui allaite son bébé ou qui décide de pas l'allaiter. On n'est pas obligé. C'est un beau moyen d'éduquer la population, en fait, en plus de les apaiser. Fait que c'est merveilleux. Ben moi, c'est un bout que j'aime comme bénévole. Ben oui. J'adore ça, expliquer les affaires, puis je me demandais justement les gens sont contents. S'il y a un aspect, tu sais, dans votre sensibilisation de l'éducation où vous parliez justement, tu sais, du lait puis de la laine, tout ça, est-ce que ça fait partie des sujets que vous abordez? Ben on y va selon les questions des gens, on veut pas les étourdir non plus. Non, mais je savais pas s'il y avait comme des animations des fois ou des. Oui, il y a eu le but du repère. Parce que je n'ai pas encore parlé. En fait, on peut en parler là. Le repère, c'est comme Biquette 2.0, dans le sens que avant, c'était juste l'éco-pâturage, tandis que là, avec la fermette, si on peut dire, la bergerie au parc Maisonneuve, on peut se poser, avoir des installations fixes mais temporaires pour l'été, pour donner d'éducation, pour sensibiliser les gens aux différents éléments qui composent la fermette, si tu veux, avec le fumier produit par les animaux, l'importance de l'eau, l'importance des abeilles dans les cultures, parce que là, on a des ruches aussi qui sont sur le site, donc les abeilles butinent autant nos cultures à nous qu'on a plantées, mais aussi les cultures du jardin communautaire qui sont juste l'autre côté de la clôture. Le jardin communautaire vient chercher le fumier qu'on produit aussi. On a des poules, donc on peut expliquer aux gens qu'une poule n'a pas besoin d'avoir un coq pour pondre des œufs. C'est toutes des affaires qui démontrent que notre éducation est des lacunes. Des lacunes, oui, tout à fait. Puis aussi, donc, on a fait des pancartes avec de l'information sur les abeilles, l'apiculture, sur l'importance des arbres, sur l'importance des interactions. En fait, pour expliquer un peu c'est quoi la permaculture aux gens. C'est laisser faire la nature un peu, profiter des différents comment les éléments sont imbriqués puis peuvent s'entraider puis se nourrir entre eux autres puis sans avoir besoin d'intrants extérieurs, d'herbicides,
pesticides et tous ces trucs-là. Mais c'est le fun parce que c'est comme si de voir l'éco-pâturage puis les moutons, c'est une chose, mais d'avoir un lieu fixe pour vulgariser justement, oui, l'éco-pâturage, mais tous les autres éléments connexes, mais c'est comme, je trouve, une avancée ou un espèce de nouveau step pour Biquette, là. Puis tu sais, ça rapproche la communauté, les gens, puis ça les sensibilise encore plus. Je trouve ça vraiment super intéressant, c'est cool. Puis on donne aussi des ateliers, donc on a invité des gens de l'extérieur à venir parler, par exemple, de faire une explication, une introduction à la permaculture, c'est quoi, qu'est-ce que ça se fait, comment ça se passe. On a eu un atelier sur les poules en ville, on a eu un atelier sur l'apiculture, un atelier sur les plantes bénéfiques et toxiques. Donc, si tu veux te nourrir ou puiser un peu dans la nature sans aller toujours au magasin, c'est bon de savoir qu'est-ce qui est pas bon à manger aussi. En effet. Puis est-ce que le repas des Biquettes, c'est aussi géré comme par les bénévoles beaucoup puis par la même équipe qui s'occupait déjà du reste de Biquettes, ou est-ce que vous avez dû aller chercher comme plus de personnes pour gérer comme les autres volets, tu sais, apiculture, potager? En fait, pour l'apiculture, c'est Alvéole, que vous connaissez, qui nous prête les ruches, en fait, qui vient mettre les ruches sur notre site puis qui fait la maintenance. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de rien. Et c'est eux autres qui sont venus donner un atelier sur l'apiculture, donc ils étaient les mieux placés pour en parler. Puis, mais c'est le fun aussi parce que si des gens sont venus en visite sur le site, parce que sur le site de Biquette, c'est vraiment convivial, là. Il y a des hamacs, il y a des tables à pique-nique, les gens peuvent venir pique-niquer, puis ils sont pas obligés de s'informer, ou ils peuvent venir, puis regardons ça, il y a une pancarte sur les abeilles. Il y a des faux bourdons, il y a une reine. Il y a juste une reine. Il y a donc s'informer en mangeant ta sandwich là pendant que t'es sur le site. Mais c'est ça, ce que je disais, c'était que quand l'apicultrice de Alvéole vient faire un tour, elle vient à peu près toutes les 2-3 semaines pour vérifier ses ruches, mais les gens peuvent regarder, ils voient, elle enlève le couvercle, elle sort les cordes, elle les regarde tout un par un, elle reste là quasiment 2 heures, elle a même pas de kit, là, elle est en petite camisole d'été, puis tout ce qu'elle a, c'est sa petite fumée pour stopper les signaux d'alarme des abeilles. Puis, mais c'est fascinant pour les gens qui peuvent voir ça. Comment tu sais, t'as pas l'occasion de pouvoir voir ça, là. Là, t'es au milieu de Montréal, là. C'est vraiment fascinant. En tout cas, moi, je suis très, très enthousiaste face à ce projet-là. Puis l'équipe, en fait, Marie-Ève, comme le projet a grossi, en fait, le repère, c'est pas juste l'idée de Marie-Ève, c'est Joël, qu'elle a connu, comme bénévole, qui était venu au Mouton. Ils sont devenus amis. Ils ont eu une idée de mettre en commun leurs idées d'agriculture urbaine, puis ça a donné naissance au repère. Et par la suite, on avait quand même besoin de bras et de tête pour gérer tout ça, écrire l'information justement sur faire les panneaux d'information, gérer la santé des moutons, appeler le vétérinaire au besoin. C'est un vétérinaire de la campagne? Y a-t-il un vétérinaire en ville qui est capable non, de il vient d'assez loin. Oui, j'imagine, hein? Mais tous ces petits détails-là qu'on voit pas il manque de grains, il faut aller acheter du grain. Il y en a pas en ville, il y a pas de coop en ville agricole, faut sortir, il faut aller à Laval, il faut aller à Saint-Hyacinthe. Donc, tout c'est acheter du foin, commander, aller chercher des copeaux, toute la maintenance, s'assurer qu'on a toujours les matières de base pour fonctionner. Donc ça prend puis organiser des trucs, la fête du lancement, après ça la fête de départ, la fête de clôture de Biquette, fallait organiser ça. Donc on a besoin on est un petit groupe d'à peu près 6 bénévoles, responsables, qui sont devenus co-gestionnaires, donc tout ensemble avec nos idées, nos forces, on a mis ça en commun, puis on a fait rouler le projet cette année, puis on essaye de revenir l'année prochaine. Oui, mais c'est ça, je me demandais si vous aviez comme pour 2020, est-ce que vous avez d'autres projets
de développement ou c'est ça? Ben, vous pour allez l'instant, consolider le c'est sûr repère qu'on veut consolider des affaires, on veut améliorer des choses qui fonctionnent moins bien, on veut essayer d'aller chercher plus de financement, parce que c'est difficile tout repose sur des bénévoles, puis on a des fois des problèmes d'assiduité. Des gens qui devaient être là se présentent pas, puis quand il y en a deux qui sont dans la même case horaire qui se présentent pas sans prévenir, ben on a un souci, là. C'est pas juste pour les collègues bénévoles, c'est les animaux qui en souffrent. Ça veut dire que, Boris puis petite licorne vont rester attachés dans l'après-midi, ils vont pas se promener. C'est des trucs comme ça, là. Puis toi, avec l'expérience que tu as accumulée, est-ce que tu penses que la formule, par exemple, de l'éco-pâturage pourrait être faite à grande échelle? Est-ce qu'on pourrait imaginer, mettons, la moitié de la ville de Montréal qui est tondue par des moutons, ou tu penses que ça reste plus dans le cadre de la vulgarisation ou comme pour éduquer les gens puis les sensibiliser? Ben, ça dépend toujours des budgets. Ça dépend de comment sont faits les parcs. Ça dépend du type de végétaux qu'on veut tondre ou donc ça demande, je pense que chaque t'as pas une solution, c'est pas une panacée, c'est pas une solution qui s'applique à tout. Il faut vraiment l'adapter selon chaque parc, selon les types de végétaux, selon le type d'usage, parce que si par exemple tu mets, OK, c'est sûr que c'est plus facile quand ton terrain il est clôturé, là. Ben oui. Tu fais juste le diviser en parties, puis les moutons changent d'espace, mais si on met des clôtures, ça veut dire que, mettons, un terrain de baseball, tu peux pas faire ça, les gens pourront plus l'utiliser. Donc, ça, faut vraiment faut y réfléchir en amont. Faut y réfléchir, ouais, c'est ça. Puis, pas réfléchir juste quelques mois avant. Puis c'est souvent ça le problème dans des décisions. On est toujours dans le court terme. Faut changer la façon de penser, la gestion, pas juste des espaces publics, mais de ben des trucs dans une ville. Là, il y a de la gestion à long terme à faire, pas juste d'élection à élection, là. Non, c'est ça. Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, mais corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression il y a un lien entre Biquette puis le laboratoire d'agriculture urbaine. Il y a pas comme un projet de recherche ou quelque chose comme ça qui est dans le lien avec le laboratoire. Au départ, oui, c'est l'année passée, si mes souvenirs sont bons. On a fait une étude en collaboration avec le laboratoire d'agriculture urbaine au jardin botanique avec les chèvres. Pour justement se débarrasser de certaines espèces envahissantes ou indésirables, là, comme la dent de venin, l'entrisque. Sauf que l'année passée, puis c'était eux autres, ils s'occupaient du protocole. Ils épaulaient Biquette pour la science. Il y avait un budget aussi alloué via le laboratoire d'agriculture urbaine. Il y a pas eu de gens d'agriculture de ce groupe-là sur place. Ils nous aidaient juste à mettre ça en place. Puis en fait, le projet, c'était pour voir justement si les deux chèvres qu'on avait l'année passée, c'était deux chèvres nubiennes qui étaient en laisse, s'ils allaient manger ce qu'on voulait qu'ils mangent. Mais comme ils étaient en laisse, ils mangeaient un peu ce qu'ils voulaient. C'était comme devant un buffet. Tandis que si tu mets juste la plante que tu veux qu'ils mangent dans leur assiette, t'as pas le choix de manger autre chose. Donc, c'était la méthode qui était peut-être pas appropriée. On a vu que c'est parce que les chèvres, c'est des animaux très très fine gueule, très c'est quoi le mot ils ont une alimentation très spécifique. Vraiment, ils vont manger ce qu'ils préfèrent en premier, puis après ça, c'est vraiment comme des enfants. C'est vraiment épineux. C'est vraiment, ils vont manger ce qu'ils préfèrent en premier, puis s'ils ont vraiment pas le choix, ils vont manger ce qu'il y a à côté. Mais tant que cette plante-là qu'ils aiment, il y en a,
ils vont aller vers cette plante-là. Donc, on a changé le protocole cette année. Cette année, on n'avait pas les mêmes chèvres non plus. On avait trois espèces de grosses Bertha, de chèvres cachemire, immenses. Ils étaient pas hautes, mais très larges. Puis, on les a mis en enclos. Et là, il y avait vraiment pas le choix. Ils ont mangé l'entrisque. C'était une grande parcelle, c'était juste de l'entrisque, là. L'entrisque, vous savez ce que c'est? C'est une plante de la famille. C'est un ombellifère. C'est de la même famille que le céleri, la carotte, la ciguë, non recommandé. Non recommandé. Et ça pousse très haut, puis ça fait des peuplements assez homogènes, puis ça fait de l'ombre aux autres plantes, puis ça prend toute la place. Puis c'est dur à arracher, ça repousse tout le temps. Comme c'est des ombellifères, ça part au vent, puis ça se dissémine facilement, puis ça se ressème facilement. Donc, les 4 premières journées, les chèvres ont vraiment là explorer et manger, mais plus le temps a passé, plus ils sont habitués à manger ça, puis plus ils l'ont mangé vite. Donc, ils ont comme appris à l'aimer. Oui, c'est ça. Quand on a changé l'enclos de place, là, ça a pris 2 jours. Puis après ça, on a changé l'enclos de place une autre fois. Puis là, ça prenait une journée. Là, fallait changer l'enclos de place tous les jours. Donc, le projet qu'on pensait qu'il prendrait tout l'été, en fait, a pris 1 mois parce que finalement, ils ont tout mangé ce qu'il y avait à manger. Bon, donc, on peut quand même dire que c'est efficace. Ben oui, presque trop efficace. Oui. Puis donc, c'est un problème logistique qui a fait qu'on a arrêté ce projet-là parce que on pouvait pas les amener ailleurs. Puis c'est ça, fait que les biquettes sont parties sur la rive sud dans une ferme laitière. Donc sont allés couler de jours heureux à la campagne. Mais qui sait, ça pourrait peut-être être un projet comme à refaire là, dans les années subséquentes. Là. On peut garder la porte ouverte, on sait jamais. Oui, bien sûr, tout à fait. On sait que ça fonctionne. Ben oui, clairement, beaucoup. Eh ben merci beaucoup Annie, ça c'est un super projet. Moi j'espère que ça va continuer puis qu'on va pouvoir revenir voir les moutons parce qu'on les a toujours pas vus. Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit peu déçue d'être en retard parce que là, on est en novembre puis comme tu l'as dit, les moutons sont repartis à la campagne pour l'hiver. Mais l'an prochain, vous pourrez peut-être les croiser dans un parc ou dans votre arrondissement, qui sait. Si le projet vous intéresse et que vous avez envie de donner un coup de main comme bénévole, Annie l'a dit à plusieurs reprises, je pense qu'ils sont constamment en recherche, puis ils ont besoin de bras pour s'occuper des beaux moutons. Donc, vous pouvez consulter le site web de Biquette pour vous informer. Puis aussi, on mettra les liens pertinents sur la page de l'épisode sur notre site web à urbainculteur.org. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cet épisode de Mange Patate. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions et suggestions en nous écrivant à marche-patate@urbainculteur.org. Et on se retrouve dans 2 semaines. Salut! Bye bye!